Merci, bienvenue. Je vous propose dans la prochaine heure, un petit peu moins d'une heure, si je prends un petit peu de questions-réponses, de faire un tour d'horizon des nouveautés du dernier JDK qui est sorti, le JDK 26. Alors, depuis 2017, on a deux JDK qui sont publiés annuellement à mois fixe, au mois de mars et au mois de septembre. Et donc, au mois de mars de cette année, on a eu le JDK 26 qui a été publié. Alors, il est un petit peu particulier dans le sens où c'est la première version non LTS qui a été diffusée après la version LTS courante qui est le JDK 25. Alors souvent, on me demande quelle est la différence entre une version LTS et non LTS. C'est essentiellement deux choses, les patchs qui sont proposés et pour les versions LTS du support payant évidemment. Mais si on revient un petit peu sur les patchs, avec une version non LTS, on est garanti d'en avoir que deux, un mois après et 3 mois après, alors qu'avec un JDK estampillé LTS, on aura du support, des patchs et du support au moins jusqu'à la prochaine version LTS. Alors, elle a été publiée le 17 mars 2026, cette version 26 du JDK. Souvent, on regarde un petit peu les JEP qui sont proposés, qui sont intégrés dans ce JDK. On en a 10. Ce qui est aussi notable, c'est que actuellement, il n'y a plus que des versions du JDK qui font l'objet d'une JSR, donc une spécification très formelle. Là, en l'occurrence, c'est la 401, si vous voulez aller voir, pour le JDK 26. Et si on regarde un petit peu ce qui compose ces 10 JEP, on en a 5 qui concernent des nouvelles fonctionnalités introduites en standard, et on en a 5 autres qui reproposent des fonctionnalités, soit en prévu, soit en incubation. On verra aussi au cours de cette heure, bien sûr, on va parcourir ces 10 JEP, on verra aussi qu'un JDK contient beaucoup d'autres fonctionnalités que celles qui sont définies dans les JEP, et il y a parfois des choses intéressantes notamment au niveau de la JVM et de la sécurité notamment. Alors, je suis Jean-Michel Doudou, je suis directeur technique et responsable de la formation chez Siam. J'écris depuis bientôt 25 ans un didacticiel en français qui s'appelle Développons en Java, qui présentement fait 4200 pages. J'ai aussi eu diverses activités, notamment j'ai été un des cofondateurs d'un JUG de ma région, la Lorraine. Et ce qui fait qu'avec tout ça, en 2014, j'ai été élu Java champion. Alors, de quoi on va parler? On va parler des JEP relatives à la syntaxe. Alors, j'aurais dû mettre de la JEP relative à la syntaxe parce qu'il n'y en a qu'une. Des JEP relatives aux API, d'autres évolutions dans les API Java Core qui ne font pas l'objet d'une JEP, des fonctionnalités dépréciées et retirées, parce que depuis Java 11, chaque JDK a un ensemble de fonctionnalités qui sont dépréciées, mais aussi un ensemble de fonctionnalités qui sont retirées, notamment au niveau des API ou des fonctionnalités de la JVM, des évolutions dans la JVM Hotspot, des évolutions aussi dans les outils du JDK et des évolutions relatives à la sécurité. Alors, si on regarde la JEP relative à la syntaxe, on en a une, la 530, Primitive Type in Patterns, Instance of and Switch, qui revient pour une troisième preview. Donc, il y a eu déjà 3 previews initiales parce qu'elle a été introduite dans le JDK 23 et ça revient pour une quatrième preview dans ce JDK 26. Ça nous propose deux grandes fonctionnalités. La possibilité d'introduire dans les patterns un primitive type pattern, donc d'utiliser des types primitifs dans le pattern matching, mais aussi d'améliorer les opérateurs instance of et l'instruction switch pour leur permettre de fonctionner avec tous les types primitifs. Ça introduit aussi de nouvelles règles de conversion, notamment dans le pattern matching, pour faire en sorte qu'un type primitif puisse correspondre, si possible, à un autre type primitif. Et que si la conversion n'est pas possible, il n'y ait pas de correspondance. Alors, si on regarde l'évolution dans l'opérateur instance of, historiquement, il était limité qu'au type référence. Avec cette JEP, en preview, on a la possibilité d'avoir un support pour les types primitifs. Donc, la capacité à vérifier si une valeur primitive correspond à un certain autre type. Par exemple, on pourrait vérifier qu'une valeur de type int correspond à une valeur de type byte. Et bien sûr, au-delà du type, la valeur va être prise en compte pour savoir s'il y a correspondance ou pas. Un petit exemple simple où je mets en œuvre 3 instances of sur une même valeur qui m'est passée en paramètre dans une méthode. Je vérifie si c'est de type byte ou si c'est de type short. Et dans les autres cas, je considère que ça sera un int puisque c'est un int qui m'est passé en paramètre. Et si j'invoque cette méthode avec les valeurs 27, 256 et
123 456. J'active le flag Enable Preview, puisque pour l'instant, c'est une preview. Et effectivement, pour la valeur 27, j'ai bien une correspondance avec byte. Pour la valeur 256, j'ai bien une correspondance avec le type short. Et pour la dernière valeur, j'ai bien une correspondance avec un type int. Au niveau de l'instruction switch, historiquement, on était limité soit au type int, soit au type char. Depuis Java 1.5, on avait un support des enums et on avait aussi un support de string qui était introduite. Là, avec cette JEP, on a aussi maintenant un support de tous les types primitifs. Pareil, un petit exemple, aussi avec un case. Donc là, j'ai différentes valeurs. Je teste la valeur 0, la valeur 1,618 en flottant. Je peux aussi utiliser l'instruction when, donc de dire OK du pattern matching. Si c'est un flottant et que sa valeur soit inférieure à 0, alors j'affiche un certain message. Et si c'est un flottant, d'afficher un autre message. Je teste avec différentes valeurs et effectivement, on a bien le message qui correspond à chacun des patterns en fonction de la valeur qui est fournie en paramètres. Dans cette quatrième preview, on a deux changements par rapport à la preview précédente. La première, c'est qu'il y a une définition améliorée des conversions d'un conditionnel, donc qui définit des règles permettant au compilateur de déterminer si une conversion primitive est garantie comme étant sûre et exacte, sans perte d'information au moment de la compilation. On a par exemple byte to short vers int, on est sûr que c'est bon, ou int vers double, on est sûr que c'est bon, ou si on a une valeur littérale pouvant être représentée exactement dans le type. Deuxième évolution, des vérifications de dominance beaucoup plus strictes dans les switches pour permettre de détecter et de rejeter davantage de cas qui, à la compilation, sont considérés comme inatteignables. Dans l'exemple ici, j'ai une valeur de type byte où je mets 23, je fais un switch sur cette variable et j'ai deux cas. J'ai un cas où je fais du pattern matching en disant si c'est un type short, alors j'affiche un certain message et je teste le cas où la valeur soit 23. Et bien, ce dernier case, il n'est jamais atteint. Pourquoi? Parce que la valeur 23 étant de type short, ce deuxième case sera considéré comme dominé et donc on aura une erreur de compile si on tente de compiler ce code. C'est l'unique JEP qui concerne la syntaxe dans ce JDK 26. Au niveau des évolutions relatives aux API, on a un tout petit peu plus de JEP qui sont concernés puisqu'on en a 5. La première, la JEP 500, elle fait partie d'un ensemble beaucoup plus large de fonctionnalités qui sont introduites progressivement dans les JDK afin d'améliorer l'intégrité par défaut de la JVM. En fait, historiquement, on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont activées par défaut et qui pourraient mettre à mal, d'une manière ou d'une autre, l'intégrité de la JVM. Le but particulièrement de cette JEP, c'est de nous préparer progressivement, dans un JDK futur, à l'impossibilité par défaut de muter des champs finaux. À l'heure d'aujourd'hui, depuis le JDK 1.5, avec l'API réflexion, on a la possibilité de venir modifier un champ qui est déclaré final. Ce qui, entre autres, permet de contourner la sémantique du mot-clé final. Techniquement, normalement, un champ final, il est supposé n'être assigné qu'une seule fois, soit au travers d'un constructeur ou d'un initialisateur statique, que cette valeur ne change plus, et ce qui permettrait ou ce qui doit permettre à la JVM de faire des optimisations, notamment au travers du constant folding ou de l'inlining. Petit exemple ici, j'ai une classe conteneur qui contient deux champs, dont un est final. Je pourrais avoir des constructeurs et évidemment une redéfinition de la classe toString. Je définis une autre classe avec une méthode main dans laquelle je crée une instance, j'affiche ce conteneur, j'utilise l'API introspection pour accéder au champ taille, je le rends accessible et je viens modifier sa valeur, quand bien même elle est finale, et je réaffiche mon conteneur. Si j'exécute ce code, on voit qu'effectivement, la valeur du champ final a été modifiée. Alors évidemment, cette mutation d'un champ final, elle est quand même problématique, au moins pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle empêche l'immutabilité, ou en tout cas la certitude d'être immuable. La deuxième, elle peut induire des risques de sécurité éventuellement.
Et la troisième, bah, c'est qu'elle empêche littéralement la JVM de pouvoir faire des optimisations, puisque comme dynamiquement, en utilisant l'API introspection, on peut venir faire des modifications, elle ne peut pas présumer que cette valeur est constante et donc ne pas procéder à certaines optimisations. Donc là, l'idée de cette JEP, c'est de commencer à préparer les développeurs à un futur dans lequel, par défaut, on aura une exception si on tente de muter des champs finaux. Alors d'aujourd'hui, dans le JDK 26, elle émet un avertissement. Donc si je réexécute mon code précédent dans le JDK 26, on voit qu'on a un warning qui est affiché et que ce warning est complété par différentes informations, notamment le fait qu'on a une option qui pourra être utilisée. Je vais revenir dessus. Alors, on en a deux des options. La première, c'est une option qui s'appelle "illégal, final, field, mutation, qui permet de contrôler le comportement avec quatre valeurs possibles, à l'image d'autres options qu'on a pu connaître. Allo, qui autorise la mutation sans avertissement. C'est ce qui a été fait jusqu'au JDK 25 inclus. Warn, qui affiche un avertissement à la première mutation. C'est ce que fait le JDK 26. On a une autre valeur debug qui, en plus, dans l'avertissement, affiche la stack trace et du coup à chaque mutation pour arriver à identifier plus facilement où se fait la mutation. Et on a la valeur denied qui est une interdiction de la mutation avec, si elle est effectivement opérée, la levée d'une exception de type illegal access exception. Ce qu'il faut être conscient, c'est que dans une future version du JDK, ça sera la valeur par défaut. Alors bien sûr, on pourra, mais il faudra le faire explicitement, utiliser cette option avec une des trois autres valeurs si jamais on a besoin de cette mutation. Par exemple, dans le cas où cette mutation est faite par une de nos dépendances et qu'on n'ait pas la main sur le code de cette dépendance. On a une deuxième option, "enable, final, field, mutation, qui permet d'autoriser explicitement des modules à modifier des champs finaux, même après que le comportement par défaut soit denied. Donc là, l'idée, c'est de dire, OK, pour ce module-là, j'autorise le code exposé de ce module à venir muter des champs finaux. Donc on peut préciser un ou plusieurs modules en les séparant par une virgule. Et si c'est pour des unnamed modules, on a toujours la constante all-unnamed qui peut être utilisée dans l'option et aussi elle est utilisable dans la propriété "enable-final-field-mutation" du fichier manifeste de l'application. Autre fonctionnalité qui nous est proposée dans ce JDK au niveau des API, on a un support d'HTTP 3 dans le client HTTP fourni dans le JDK. Donc on a un support du protocole HTTP 3 avec un impact minimal dans l'API, on va le voir, tout en conservant par défaut une compatibilité sur HTTP 2 et HTTP 1.1. Quand on regarde les protocoles HTTP 1 et 2, ils reposent sur le protocole TCP en utilisant optionnellement TLS, si on veut que la communication soit sécurisée, mais elles souffrent toutes les deux de certaines limitations. Les connexions sont coûteuses, il peut y avoir de la congestion des flux lors de la perte de paquets, et c'est assez inefficace en cas de changement de réseau puisqu'il faut refaire une connexion. HTTP 3, lui, à l'opposé, il repose sur le protocole QUIC qui permet de contourner ces limitations. Déjà, il ne repose plus sur TCP, mais sur UDP, avec une encapsulation d'un protocole de transport équivalent à ce que propose TCP. Le chiffrement, il est par défaut. Donc, ça intègre TLS 1.3 dans la couche transfert. Et d'ailleurs, il n'existe aucune version de QUIC qui ne soit pas non sécurisée. Et donc, avec HTTP 3, il nous propose une latence plus faible, des débits plus stables et un meilleur comportement, notamment en cas de situation de perte partielle ou de changement de réseau, notamment si on est sur du Wi-Fi ou sur mobile, par exemple. Ce qui fait que HTTP 3, il est quand même considéré comme étant plus performant, notamment dans des environnements qu'on pourrait considérer comme modernes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'API HTTP Client, HTTP2 est toujours la version du protocole HTTP utilisée par défaut, notamment pour permettre de garantir une compatibilité maximale. Donc, le support d'HTTP 3, il est opt-in. Donc, on va devoir préciser
que quand on voudra interagir avec le client HTTP, c'est la version 3 du protocole qu'on souhaite utiliser. Ça peut se faire à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau du client lui-même, ce qui va concerner toutes les requêtes qu'on émettra au travers de ce client. Ça se fait assez facilement dans le builder avec la méthode version en précisant effectivement qu'on souhaite avoir la version 3 d'HTTP. Et si on en a besoin éventuellement pour une requête en particulier, ça peut se faire aussi au niveau de la requête, toujours pareil, en utilisant dans le builder la méthode version et en précisant toujours cette version 3 d'HTTP. Le truc, c'est qu'HTTP 3, on l'a vu, il n'utilise pas TCP. Donc, il n'est pas possible d'utiliser le mécanisme d'upgrade d'HTTP comme on pouvait le faire entre HTTP 1 et HTTP 2 qui étaient sur le même protocole. Et un switch requiert une nouvelle requête si on souhaite passer de la version 2 à 3 ou de 3 à 2. Ce qui fait que la découverte de la version à utiliser quand on ne la connaît pas, elle n'est pas forcément triviale. Alors évidemment, si on interagit avec un serveur et qu'on sait que ce serveur a un support d'HTTP 3, c'est facile. Mais parfois, on ne connaît pas forcément les versions du protocole HTTP qui sont supportées par les serveurs qu'on souhaite invoquer. Alors, par défaut, si on demande une utilisation d'HTTP 3, que va faire l'API? Le client va tenter d'établir une connexion de type KIK. Si ça échoue, ça veut dire qu'il n'y a pas de support d'HTTP 3. Et là, le client va refaire une requête en TCP, d'abord sur HTTP 2 et éventuellement fallbacker sur HTTP 1.1. On a la possibilité de forcer ce mécanisme par défaut. Il est configurable pour ajuster la stratégie de découverte des capacités d'HTTP3 du serveur qu'on sollicite si on ne les connaît pas. Je vous ai mis un petit exemple ici. Ça se fait au travers dans le builder de la méthode setOption. Et on a trois modes qui peuvent être, selon les besoins, utilisés pour changer la stratégie de découverte de l'utilisation ou le support de HTTP3 par le serveur qu'on sollicite. Troisième API qui nous est proposé pour une sixième preview, Structured Concurrency. Là, je vous invite à voir ou à revoir, si vous ne l'avez pas vu, la présentation de José ce matin. Mais le but, c'est de nous proposer une simplification de la programmation multithread en rationalisant la gestion des erreurs et l'annulation quand on va vouloir lancer plusieurs tâches. Et donc, d'améliorer au travers de l'usage de cette API la fiabilité de la cohérence de l'ensemble des tâches qu'on va soumettre et de renforcer l'observabilité. Alors, elle était en incubation en Java 19 et 20 et elle a déjà connu 5 previews à partir du JDK 21, sachant qu'elle a eu de grosses modifications dans le JDK 25. Et là, elle nous est reproposée pour une sixième preview dans le JDK 26 avec quelques petites modifications mineures dans l'API. La première, c'est dans la méthode statique open, qui attend en paramètre un joiner et une fonction pour modifier la configuration par défaut. Dans le JDK 25, elle attendait un unary opérateur de configuration, et là, ça a été simplifié, mais c'est équivalent. Maintenant, c'est une fonction. C'était une fonction avant, et maintenant, c'est un unary opérateur, pardon. On a aussi la méthode allSuccessful or throw de la classe joiner, qui maintenant renvoie une liste de type T qui contient les résultats, plutôt que dans le JDK 25, un stream de subtask de T. Et la méthode AnySuccessfulResultOrThrow de joiner a été simplifiée et renommée en AnySuccessfulOrThrow. On a aussi une nouvelle méthode onTimeout qui a été introduite dans l'interface joiner pour définir le comportement lors d'un timeout dans un joiner personnalisé. Elle est appelée en fait par la méthode join de structure task-scope dans le cas où le délai d'attente est dépassé et élève par défaut une exception de type timeout exception. Mais on peut venir remplacer ce comportement par défaut, notamment en redéfinissant cette méthode onTimeout dans le joiner personnalisé pour proposer un comportement alternatif ou en tout cas qui réponde plus à des besoins spécifiques. En guise d'exemple, j'ai un joiner qui, en cas de timeout atteint, va renvoyer les résultats qui sont déjà obtenus plutôt que de lever une exception. Donc, je définis un joiner. Ce joiner, il a une propriété de type queue
Attention, il faut gérer la concurrence. Donc là, ici, c'est une concurrente LinkQ qui est utilisée. Pourquoi? Parce que les différentes tasks, quand elles vont aboutir, elles vont invoquer certaines des méthodes, et notamment une de celles que je redéfinis ici, onComplete, qui dit, voilà, si ma tâche se termine correctement, alors ajoute le résultat de cette sous-tâche dans la queue. Je redéfinis la méthode onTimeout, notamment pour ne pas qu'elle lève l'exception. Et là, j'affiche simplement un message. Et puis, je redéfinis la méthode result ici, qui retourne simplement une copie de ma queue sous la forme d'une liste. Quatrième API qui nous est proposé pour une seconde preview, les lazy constantes. L'idée, c'est de nous proposer une API pour définir des objets qui contiennent des données immutables, mais qui vont être traitées comme des constantes dans la JVM, ce qui va nous permettre d'optimiser les performances comme si on avait déclaré le champ final alors qu'il ne l'est pas. Ça offre une meilleure souplesse sur le moment auquel la variable va être initialisée. On l'a vu tout à l'heure, avec le champ final, c'est forcément soit au niveau du constructeur, soit dans un bloc d'initialisation statique. Là, au travers de cette API, on va pouvoir définir une variable dont l'initialisation pourra être différée dans le temps. Elle était en preview dans le JDK 25 pour une première preview sous un autre nom, c'était des stable values. Là, elle nous revient dans une seconde preview avec des modifications assez importantes dans l'API. La première, c'est que, effectivement, vu que le nom de la JEP a changé, la classe n'est plus stable value, mais maintenant c'est lazy constant. Alors pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi il y a eu ce changement de nom? C'est parce que, en fait, stable value nous proposait deux API, une API de haut niveau, une API de bas niveau. Dans les lazy constantes, le choix a été fait de retirer les méthodes de l'API de bas niveau, notamment orLset, setOrthRow, tryset de l'API, pour ne conserver que l'API de haut niveau qui va utiliser des fabriques à laquelle on passe un supplier pour obtenir la valeur quand il y en aura besoin et d'invoquer la méthode get pour obtenir la valeur. Il y a aussi les fabriques fonctions et in-fonctions qui ont été supprimées. Alors, comment on obtient une instance? Basiquement, on a une fabrique off de lazy constante. Quand on va faire ça, elle devrait être initialisée, et ça sera garanti par l'API d'être initialisée avec la valeur fournie par le supplier à la première invocation. Et après, elle devient immuable par la suite et sera considérée comme telle par la JVM qui pourra faire des optimisations. Donc ici, un petit exemple sur un champ static private final que je définis sous la forme d'une lazy constante de type mon service. J'invoque la fabrique off et en guise de supplier, je fournis l'invocation du constructeur new de ma classe mon service. Par facilité, je définis une méthode statique qui va me retourner la valeur simplement en invoquant la méthode get de ma lazy constante. Et la première fois que cette méthode get sera invoquée, le supplier sera invoqué, la valeur sera initialisée, et à partir de là, ce sera toujours cette valeur qui sera retournée. On a aussi des fabriques pour créer des listes et des maps qui sont lazy. Contrairement à ce qui était proposé dans la première preview, elles ont été déplacées. Elles sont maintenant dans les interfaces respectivement list et map, en s'appelant off-lazy toutes les deux. Donc, on a la fabrique off-lazy qui attend deux paramètres. Le premier, c'est le nombre d'éléments que va contenir la liste et une fonction qui va nous retourner la liste pour un élément de cette liste quand on voudra y accéder. Donc là, ici, je définis de nouveau une variable de type list. J'invoque la fabrique off-lazy. Je passe en paramètre ici que je veux 10 services et je fournis, OK, quand je vais vouloir accéder au énième élément de ma liste, comment j'en obtiens la valeur? Ici, simplement en invoquant le constructeur de mon service, en lui passant en paramètre l'index désiré. Et de nouveau, si j'invoque la méthode get en disant ici, je veux l'élément à l'index 3, la fonction va être invoquée pour créer la valeur, elle me sera retournée, et si je réinvoque ultérieurement l'élément à l'indice 3, j'aurai directement la valeur qui aurait été initialisée. Donc au départ, aucun élément de la liste n'est créé, et au fur et à mesure, en fonction des accès, les valeurs seront remplies.
On retrouve la même chose avec le type map. La seule différence, c'est qu'il faut fournir l'ensemble des clés. Ça se fait au travers d'un set. Et bien sûr, la fonction qui nous permet d'obtenir la valeur correspondante. Le principe est très similaire. La seule différence, c'est qu'au lieu de fournir le nombre d'éléments, il faut fournir un set des différentes clés de la map. Dernière API, Vector API, qui nous est proposée pour une 11e incubation. L'idée, c'est de permettre, au travers de l'API, d'effectuer des calculs vectoriels qui, au moment de l'exécution, pourront être compilés et profiter, s'il y en a un support au travers de la CPU, des SIMD. C'est notamment le cas sur des processeurs x64 ou ARC64. Et SIMD, c'est quoi? C'est Single Instruction Multiple Data. L'idée, c'est d'être capable de paralléliser les traitements des données d'un tableau sans thread. Donc, d'avoir la capacité, en fonction de la CPU, de traiter, d'effectuer une même opération sur plusieurs éléments d'un tableau en simultané en un seul cycle CPU. Donc ça, c'est plutôt intéressant, bien sûr, si le CPU supporte cette fonctionnalité-là. C'est en incubation depuis le JDK 16, c'est dans un module JDK Incubator Vector. C'est la 11e fois que c'est en incubation avec des changements mineurs et cette API restera en incubation jusqu'à ce que le projet Valhalla soit disponible au moins en preview parce que pour évoluer, cette API attend des fonctionnalités du projet Valhalla. C'est une API plutôt de bas niveau, assez verbeuse, dépendant bien sûr partiellement de la CPU, mais qui peut offrir de meilleures performances que du code scalaire équivalent. En guise d'exemple, je vous propose le calcul de A2 moins B2 sur un tableau. Si on le fait de manière séquentielle, on a ce type de code, donc qui va parcourir chacun des éléments, appliquer la valeur. Si on regarde le code avec l'API Vector, il peut sembler plus compliqué, et il est plus compliqué, notamment parce qu'il faut transformer les valeurs, ici primitive float, dans un type particulier. Il faut savoir aussi que cette API ne sait traiter qu'un nombre d'éléments en parallèle, et que le nombre d'éléments traités doit correspondre à n fois ce nombre d'éléments parallèles. Raison pour laquelle on retrouve à la fin quand même un parcours pour traiter les éventuels éléments restants qui n'auraient pas été traités par l'API. Alors le code peut paraître plus compliqué, mais si ce code est exécuté sur un CPU qui supporte le SIMD, et bien sûr avec des grands tableaux, ça peut être beaucoup plus performant. On a fait le tour ici des JEP concernant des API. Il y a aussi d'autres évolutions dans les API de Java Core qui nous sont proposées. La première, c'est qu'on a un certain nombre de nouvelles méthodes. Notamment, on peut maintenant, au travers des méthodes rootN et rootN and reminder, obtenir la racine énième d'une valeur. On a dans la classe string deux nouvelles méthodes, compare to full case et equal to full case, qui permettent de faire une comparaison en UTF-8 avec le remplacement de certains caractères. Par exemple, dans la langue allemande, on a un upset. Et cet upset, si on utilise l'une de ces deux méthodes, l'upset va être remplacé par deux S majuscules. On a les méthodes min et max qui ont été ajoutées dans l'interface comparator. Dans Body Publisher d'HTTP Request, on a Off-File Channel qui permet de faire l'upload d'une région d'un fichier plutôt que de devoir parcourir ce fichier pour obtenir la région. Donc maintenant, on peut directement uploader une région d'un fichier au travers de cette méthode. Dans la classe ou l'interface instant, on a plus saturing qui est affiché. Et on a getTotal GCCPUTime qui est ajouté dans le MBean, Memory Pool MXBean. On a aussi un support de JDBC 4.5 avec quelques nouveautés, notamment des types SQL supplémentaires, DCFloat et JSON, qui ont été ajoutés dans l'énumération JDBC Type et dans la classe Types. On a dans les interfaces Array, Blob, Club et NCClub et SQLXML, maintenant elles implémentent l'interface AutoClosable. Et on a l'ajout des méthodes par défaut, onQuote Identifier et isSimple Identifier, qui ont été déplacées. Avant, elles étaient dans l'interface Statement, maintenant elles sont dans Connexion, ce qui peut entraîner parfois des risques d'incompatibilité avec certains pilotes JDBC. Et puis, on a la dépréciation pour suppression de la classe SQL Permission.
Quelque chose aussi d'intéressant, on a un support pour la création du UID de type 7. Donc ça, notamment pour se servir de clés dans des bases de données, c'est super intéressant parce que le début de cet UID de type 7, c'est un timestamp. Donc il se trie très bien plutôt que d'avoir une valeur complètement aléatoire. C'est plutôt super intéressant. On a un support d'Unicode 17 et de la version 18 de CLDR. On a la classe process qui implémente maintenant auto-closable et closable. Et on a un parsing plus souple du signe moins dans decimal format et compact number format. Et enfin, la portée du timeout d'une requête au travers de l'HTTP client a été étendue. Historiquement, il ne prenait en compte que les headers, et là maintenant, il prend en compte et le header et la réception du body. Et enfin, la classe byteorder a été convertie maintenant pour être une enum. On a aussi les attributs d'HTTP context qui ne sont plus partagés par défaut. On a les méthodes getURI et get, en passant en paramètre une URI de cookie store qui retourne maintenant une liste immuable. On a les serveurs sockets qui acceptent désormais un backlog supérieur à 200 sous Windows. On a les constantes min et max qui ont été ajoutées dans Duration. Et PrintStream et PrintWriter maintenant sont en erreur si l'écriture sous-jacente lève une interrupted IO exception. On a la class file qui rejette les valeurs entières non représentables. Et on a les méthodes d'analytic type qui lèvent une null pointer exception si leur paramètre est nul. On a aussi la gestion correcte de l'échelle dans SQRT de Big Decimal. Et la classe HTTP Client n'envoie plus le header content length header pour des requêtes sans body. Ça, c'est une amélioration du respect de la spec HTTP. Il y en a d'autres. En termes de fonctionnalités dépréciées, on a la classe socket permission qui est dépréciée pour suppression. On a la méthode set performance preferences de la classe socket qui est dépréciée aussi pour suppression. Et on a plusieurs options de la JVM qui sont dépréciées, notamment MaxJIT code size. Il y a un équivalent standard qui existe. Parallel refproc enable, maxram, always act as server class machine and never act as server class machine qui a aussi été déprécié. Et aggressive heap qui était un regroupement de plusieurs options mais qui étaient généralement mal interprétées. Donc, elles sont dépréciées, elles sont toutes dépréciées. On a aussi, depuis le JDK 11, un certain nombre de fonctionnalités, notamment celles qui ont été dépréciées pour suppression. Elles nous sont indiquées comme devant être supprimées à un moment. Ici, on a une JEP qui concerne la suppression des applets et un certain nombre de fonctionnalités qui sont retirées. Alors, si on s'intéresse un petit peu à la suppression vraiment de l'API applet, les applets, moi, je les ai connus tout au début quand j'ai commencé en Java en 1.0. Elles ont contribué, je pense, hein, à l'époque, en partie au succès de Java, notamment en permettant de dynamiser des pages web avant que, notamment, l'utilisation de JavaScript soit utilisée pour ce cas d'usage. L'API applet, elle a suivi un long cycle de dépréciation. Elle a été dépréciée dans le JDK 9. L'API viewer, l'applet viewer, pardon, a été retirée dans le JDK 11. Elle a été dépréciée pour suppression dans le JDK 17. Le Security Manager, qui était un élément quand même assez important pour l'exécution des applets et la sécurité de l'exécution des applets, a été désactivé dans le JDK 24. Et dans le JDK 26, l'API applet est vraiment retirée. Donc, le package Java applet a été retiré, la classe applet initializer, la classe JApplet de swing, évidemment. Et au final de tout ça, moi, je suis un peu triste. Alors, c'est pas par regret, mais c'est vraiment par nostalgie, parce qu'il y a vraiment une page de l'histoire du web et de Java qui se tourne. Et notamment, comme j'ai commencé avec les applets, c'est aussi une page qui se tourne pour moi. En termes d'autres fonctionnalités retirées, donc qui ne font pas l'objet d'une JEP, la méthode de stop de thread, qui était dépréciée depuis très 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 longtemps, elle est maintenant retirée. On a la classe ou les classes pardon, du package JavaX ImageIOStream qui ne supportent plus le mécanisme de finalisation. On a les méthodes getTTL et setTTL des classes multicast socket et datagram socket IMPL qui sont retirées.
Le support d'InfiniBand Socket Direct Protocol, le SDP sous Linux, qui était déjà plus utilisé, donc là il est retiré. Et la propriété de normalisation Unicode format D, qui n'est plus prise en charge sur macOS. On a aussi le support des fonctionnalités d'échange XML dans la classe descriptor qui sont supprimées et tout le module JDK JS Object qui est supprimé. Et enfin, l'outil JRunScript du JDK qui est retiré. En termes d'évolution, dans la JVM Hotspot, on a 3 JEP et un certain nombre d'autres fonctionnalités. La première, c'est Ahead of Time Object Caching with NIGC. Là, l'idée, c'est d'étendre les capacités du cache AOT qui a été introduit dans le JDK 25 pour permettre son utilisation avec tous les ramasse-miettes, y compris ZGC. Jusqu'à maintenant, cette fonctionnalité-là, on va voir pourquoi, n'avait pas de support de ZGC. En fait, ce que faisait le cache, c'est qu'il stockait les objets dans un format dépendant du GC, ce qui empêchait sa compatibilité avec ZGC, ou aussi dans certaines configurations mémoire un petit peu particulières, notamment en fonction de certaines tailles de heap, l'utilisation des compressops ou des compact object headers. L'idée, c'est quoi? C'est que ça permettait de mapper directement le fichier de cache en mémoire, ce qui pouvait offrir de très bonnes performances, notamment si le fichier était déjà dans le cache du système de fichiers. Mais ça imposait plusieurs contraintes. La première, c'est que le cache était créé pour le GC hors ZGC qui était utilisé. Donc G1, Serial GC et Parallel GC étaient supportés, mais pas Serial GC. Pourquoi? Parce qu'on a différentes représentations des objets qui rendent ce cache incompatible. Dans JDK 26, ce qui nous est proposé, c'est d'introduire un format spécifique où, au lieu d'avoir directement les objets qui sont mappés, avoir des références internes, les références internes à des objets qui sont remplacés par des indices logiques. Et du coup, si on utilise ce format, au démarrage de l'exécution, la JVM va lancer un thread en arrière-plan pour lire ce cache et recréer les objets dans le format correspondant au GC utilisé. Alors évidemment, cette fonctionnalité est un compromis entre l'utilisation du direct mapping en mémoire qui était fait avant, qui n'est plus possible, et effectivement un chargement en parallèle de l'initialisation de l'application dans la JVM. Mais son grand avantage, c'est que maintenant, elle est compatible avec ZGC ou éventuellement avec de futurs autres GC. Évidemment, si on veut l'utiliser, ben, il faudra mettre plus qu'un cœur au démarrage parce que sinon, les performances de démarrage de la JVM vont être très dégradées. Et du coup, ben, maintenant, la JVM propose 2 versions du cache AOT. La version historique qu'on a connue dans le JDK 25, qui est spécifique à un format mappable en mémoire, très rapide, et maintenant un nouveau format GC agnostique dit Streamable, introduit dans ce JDK 26, qui est effectivement un petit peu plus long au démarrage, mais qui est vraiment compatible dans toutes les situations. Comment on fait le choix? Il peut se faire automatiquement par la JVM, selon le GC utilisé, la taille du heap, éventuellement l'utilisation des compressops. Le format streamable, le nouveau format streamable, il sera utilisé par défaut si GDC est utilisé, si le heap est supérieur à 32 Go et si les compressops sont désactivés. On a aussi la possibilité explicitement de forcer l'utilisation. Il y a une nouvelle option dans la JVM, AOT Streamable Object, qui a été introduite dans la JVM Hotspot, qu'on peut activer ou désactiver traditionnellement avec plus ou moins sur l'option. Autre évolution dans G1, le but c'est d'introduire une optimisation sur le ramasse-miettes G1 pour augmenter le débit des applications Java. En réduisant la charge induite par la synchronisation sur une carte table qui permet en fait de garder des références entre objets qui sont sur plusieurs régions et qui vont être accédés entre les threads de l'application et les threads du GC. Ce qui se passait, c'est que comme il y avait des accès multithread, ces accès étaient synchronized et donc il y avait une certaine contention qui était introduite. Au niveau du JDK 26, ça a été revu pour qu'il n'y ait plus qu'une seule carte table, mais qu'il y en ait deux, une qui sera utilisée par les threads de l'application et une qui sera utilisée par les threads du GC. Donc on a une seconde carte table qui va nous permettre, ou en tout cas qui permet à la JVM d'éviter cette contention introduite par la synchronisation. Et du coup, les threads applicatifs, ils écrivent dans une carte table sans poser de verrou. Et
les threads du GC écrivent dans une autre carte table. Les threads du GC, en fait, ils optimisent ou scannent l'autre table en parallèle. Et si jamais elle devient trop élevée, dans ces cas-là, il y a simplement un switch qui est fait des deux cartes tables. En fonction, évidemment, de la charge de travail de l'application, on peut estimer d'avoir des gains entre 5 et 15 de débit supplémentaire. Donc, c'est pas négligeable. On a aussi un certain nombre d'autres fonctionnalités qui sont introduites dans la JVM Hotspot. La première, c'est la taille initiale par défaut du HIP qui est désormais réglée sur min-HIP size. Donc, si la taille initiale du HIP n'est pas précisée explicitement, au travers par exemple du MXMS, la JVM en fait détermine la taille du HIP à l'aide du paramètre initial RAM percentage et par défaut, c'est 1/64e de la RAM physique du système ou, si on est dans un conteneur, de la limite qu'on a mis en mémoire sur ce conteneur. Dans le JDK26, ça change. La valeur par défaut d'initial RAM percentage est supprimée. Et par défaut, c'est la taille initiale du tas à sa taille minimale qui va être utilisée. Et cette taille initiale, en fait, elle est réduite dans le JDK26 pour ne plus être qu'à 0,2%, soit 1/500e de la RAM physique. Pourquoi ça a été fait? Ben, c'est que actuellement, sur des PC de développeurs ou sur des portables ou sur des machines physiques, on commence à avoir 16, 32, 64, voire plus de RAM. Et un 64e, ça faisait beaucoup. Ça ralentissait un petit peu le temps d'initialisation du HIP au démarrage. Donc, ils ont réduit cette valeur à 1/500e de la RAM physique par défaut. On parle bien de la taille minimale initiale. Autre nouveauté, on a une nouvelle journalisation du temps CPU qui peut être affichée par la JVM au travers de l'option Xlog CPU. Donc là, l'idée, c'est de dire à la fin, une fois que la JVM se termine, elle nous fournit un certain nombre d'informations sur l'utilisation CPU totale, ceux utilisés par les threads du garbage collector ou par ceux de la machine virtuelle. Donc, on a des informations sur l'utilisation de la CPU par l'application et par différents threads de la JVM. On a aussi les threads virtuels qui sont plus épinglés lorsque au moins deux threads virtuels tentent d'initialiser la même classe. C'est une petite optimisation. Et on a un support par le compilateur C2 des méthodes avec un grand nombre de paramètres. Jusqu'à présent, quand il y avait un grand nombre de paramètres, le compilateur C2 tentait de le compiler, il échouait et finalement il restait sur le mode interprété de l'exécution de cette méthode. Et ben, à partir de maintenant, ces méthodes avec un grand nombre de paramètres seront compilées nativement par le compilateur C2 du JIT. On a aussi la JVM qui ne permet plus l'exécution du code source avec un constructeur privé sans argument. Typiquement, dans cette classe ici, j'ai un constructeur privé. Si je tente de l'exécuter avec un JDK26, j'ai une erreur. Ce n'était pas le cas avant. On a aussi d'autres évolutions dans les garbage collectors, notamment dans G1. On a un support de l'option Use GC Overhead Limit par G1. L'idée, c'est que maintenant, G1 va lever un out of memory error lorsque le surcoût du GC dépasse le GC time limit et que la mémoire libre récupérée tombe sous la valeur de GC HIP free limit qui est 2% par défaut durant au moins 5 cycles consécutifs. Ça évite de laisser la JVM tenter de récupérer de la mémoire alors qu'elle n'y arrive pas. C'est des mécanismes qu'on avait déjà dans les GC précédents. On a aussi une récupération plus rapide des Zoom Mongoose Objects qui sont éligibles par G1 et on a un support de Use Transparent Use Page qui a de nouveau utilisables par G1. Dans Serial GC, maintenant, il a la possibilité d'étendre l'Eden au-delà du survivor ratio, ce qui peut améliorer ses performances. Concernant JFR, on a les événements export module et symbol tab statistique et string table statistique qui sont désactivés dans la configuration par défaut. Donc, si vous en avez besoin dans cette configuration par défaut, il faudra les réactiver. Et on a de nouveaux événements qui sont activés par défaut dans Default et dans Profiling. Le premier, c'est jdk.string deduplication qui fournit des stats sur le traitement des duplications des chaînes par le GC. Et on a jdk.finalFillMutation qui est émis à chaque fois que le code mute
un champ d'instance finale ou utilise lookup unreflex setter pour obtenir un méthode Eldon pour venir accéder et modifier un champ final. Ça rejoint la JEP dont on a parlé tout à l'heure pour essayer de faciliter l'identification des cas où on a une mutation des champs finaux. Des évolutions dans les outils du JDK aussi. La première, c'est dans Java C. On a une évolution qui était le non-respect de la JLS lors de la compilation par une lambda à une référence de méthode équivalente. Là, il y a un petit exemple, je ne vais pas forcément vous le détailler, mais à partir de maintenant, on a une erreur par Java C, alors qu'avant, ce code se compilait correctement à tort. Quelque chose aussi, alors qui était peut-être attendu depuis un moment, dans la Javadoc par défaut qui est générée, on a le support maintenant d'un thème sombre, plutôt que d'avoir systématiquement le fond blanc. Petite évolution. Ça encouragera peut-être plus de gens à consulter la Javadoc, je ne sais pas. Et dans les autres évolutions, on a les DOM des threads qui sont générés par le MXBin, Hotspot Diagnostic MXBin, qui inclut maintenant le propriétaire du verrou. Donc ça facilite un petit peu l'identification de certains cas problématiques. La vérification plus stricte de la version par G-Link lors du cross-linking. Ça, basiquement, c'est que quand on faisait du G-Link sur une version d'un JDK avec un autre JDK, il était assez souple. Maintenant, il est très, très strict. Il faut que les deux versions soient équivalentes à la version mineure près. Et enfin, on a des évolutions relatives à la sécurité, notamment une JEP et quelques évolutions diverses. Cette JEP qui vient pour une seconde preview, c'est PEM, Encoding of Cryptographic Object. Le but, c'est d'introduire une API facile à utiliser qui permette l'encodage et le décodage d'objets dans un format de transport PEM, Privacy Enhancement Mail, qui concerne les clés cryptographiques, les certificats et des listes de révocation de ces certificats. On a une première preview dans le JDK 25. Elle revient pour une seconde preview avec quelques petites modifications, notamment la classe PEM Record est simplement renommée PEM. Et elle comprend une méthode decode qui renvoie le contenu décodé directement en bas 64, ce qui facilite. Avant, il fallait invoquer plusieurs méthodes. On a aussi les méthodes encrypt key de encrypted private key info qui sont renommées simplement encrypt et qui attendent des objets de type 2R encodables plutôt que private, ce qui facilite le chiffrement d'objets de type key pair ou PKCS8 encoded key. Et les méthodes encrypt key de la classe encrypted private key info qui sont renommées aussi encrypt et qui acceptent elles aussi des objets de type DER encodable plutôt que des objets de type private, ce qui facilite la spec. On a aussi un certain nombre d'évolutions diverses dans la sécurité. Ça, c'est toujours quelque chose, moi, que je trouve intéressant et qui est parfois sous-estimé. Quand on veut faire des montées de version, il y a toujours des évolutions qui concernent la sécurité, pas forcément sous la forme de JEP. Je ne vais pas forcément toutes les détailler, mais bien sûr, il y a des mises à jour du Keystore. Il y a, dans le cas du JDK 26, le support des contraintes d'algorithmes et de vérification des certificats dans le gestionnaire de clés Sun X509. L'ajout d'algorithmes hybrides public key encryption, HPKE, une nouvelle propriété de sécurité pour restreindre les algorithmes au niveau de JCE, le support de MLDSA dans les jars signés, les outils et les API Keystore qui émettent des avertissements si les Keystore JKS ou CKES sont utilisés, puisque maintenant ils sont dépréciés, et le support des algorithmes DES-EDE et PKCS1 padding euh, et l'ajout d'algorithmes PBE S2. On a aussi un certain nombre d'autres évolutions dans les outils, notamment une gestion améliorée des mots de passe par le KeyTools, l'utilisation d'un secure random personnalisé dans la génération des signatures XML au besoin, HTTP Client qui prend désormais en charge la configuration des groupes nommés TLS et des schémas de signature, une implémentation PKCS12 du Keystore qui supporte la RFC 9879 et de nouvelles intrinsiques utilisant AVX2 et AVX 512 sur x86 qui améliorent les performances de certains algorithmes, notamment MLDSA. On a aussi une nouvelle option qui permet d'afficher le nom des groupes et des schémas de signature TLS qui sont activés.
En conclusion, Java poursuit son évolution en respectant son modèle de release. Le JDK 26 propose des évolutions. Alors, une syntaxique et un petit peu plus dans les API, on l'a vu, soit en standard, soit en preview pour une énième fois. Dans les choses intéressantes, moi, je note le support d'HTTP 3 et du IDV7, une nouvelle version de JDBC 4.5 notamment. On l'a vu aussi, il y a des JEP, un certain nombre, la moitié, qui restent en preview ou en incubation. On l'a vu aussi, il y a des évolutions dans la JVM, dans l'outillage, dans la sécurité. Et tout ça, ça permet à Java de rester pertinent aujourd'hui et demain. Donc, n'hésitez pas à télécharger une version 26 du JDK. Différents fournisseurs en proposent. Gardez à l'esprit que c'est une version que vous pouvez envoyer en production, mais attention, vous n'aurez des patchs que jusqu'à la prochaine version non LTS qui devra arriver en septembre de cette année. Donc n'hésitez pas, téléchargez un JDK 26, expérimentez tout ça et merci pour votre attention.